in Rechten. Bir müşteri olan Yani im rechten Teil an der Nordseite. inceleyelim. Moving forward. La voiture s'est imposée comme le mode de déplacement dominant au cours du XXe siècle dans les sociétés contemporaines. Et en fait, le développement de la voiture s'est accompagné de toute une série d'effets négatifs tels que la congestion, la consommation d'espace, des problèmes de pollution et d'environnement en général. Et donc, du fait de ces éléments négatifs, est apparue très rapidement en fait l'obligation, la nécessité de maîtriser les usages de l'automobile. Et évidemment, pour maîtriser ces usages de l'automobile, il est important de savoir comment les usagers vont faire leur choix en matière de mode de déplacement. Donc c'est un peu la question que je souhaite traiter aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont les personnes peuvent s'approprier d'autres modes de déplacement que la voiture particulière. Donc ces autres modes de déplacement, je les ai appelés altermobilités. Dans ces altermobilités, j'ai particulièrement travaillé sur les transports publics, le vélo et le covoiturage, avec parfois des combinatoires entre ces différents modes, par exemple des personnes qui vont utiliser le vélo pour se rendre dans une gare, puis ensuite le train pour aller sur leur lieu de travail. Et la réflexion sur ces modes d'appropriation des altermobilités a été menée sur le trajet domicile-travail. Donc les données qui ont été utilisées pour produire ces résultats, ce sont des données d'enquête qualitative par entretien. Donc ce sont des entretiens menés avec la méthode du récit de vie qui ont été réalisés en France. Donc j'ai réalisé une 50aine d'entretiens auprès d'une population altermobiliste sur le trajet domicile-travail. Pourquoi avoir utilisé cette méthode des récits de vie? Parce que ça me permettait en fait de faire raconter aux gens leur vie et les différents modes de déplacement qu'ils avaient utilisés au cours de leur vie. Et ça permet en fait de reconstruire les périodes de permanence, de changement et les éléments en fait qui influencent les différents changements de mode de déplacement au cours de la vie. Par rapport à ces éléments de cycle de vie, il y a deux grandes périodes structurantes qu'on peut repérer dans les parcours de vie. Donc c'est tout d'abord la phase de la jeunesse. Donc la phase de la jeunesse, c'est l'enfance, l'adolescence et puis la période où éventuellement on fait des études ou pas. Mais en tout cas, voilà, cette période où les choses ne sont pas encore complètement structurées dans la vie des individus. Et cette phase de la jeunesse, elle se caractérise par des expérimentations et des tâtonnements. Et donc on retrouve ces expérimentations dans les usages de modes de déplacement. Donc ça va être par exemple une période où on va expérimenter le train, différents usages de transport public, où on va pratiquer l'autostop, où on va éventuellement emprunter des voitures et les utiliser à plusieurs, où on va se faire prêter des vélos, etc. C'est un peu le système de la débrouille, c'est aussi lié bien sûr aux contraintes économiques des jeunes, qui n'ont pas forcément non plus l'argent pour acheter un véhicule et se déplacer avec. Et donc on a comme ça une période qu'on peut appeler une période de tâtonnement modal. Au moment de ce que les sociologues appellent le passage de l'entrée dans l'âge adulte, on va avoir en fait une sorte de stabilisation dans les usages des modes de déplacement. Donc cette période de l'entrée dans l'âge adulte, elle se caractérise de toute façon par une stabilisation qui est à la fois professionnelle, c'est-à-dire ça va être le moment où on termine ses études et on va trouver un emploi. Et puis elle se caractérise également par une stabilisation du point de vue conjugal et familial. Et on retrouve en fait cette idée de stabilisation également dans les usages de modes de déplacement, avec une cristallisation de ces usages qui va se faire selon deux modalités principales. Donc la première qui est
de mon point de vue, la plus évidente, elle va se faire en faveur de la voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes vont avoir obtenu leur permis de conduire, puis vont avoir acquis leur premier véhicule, il va vraiment y avoir un abandon complet de tous les modes de déplacement qui étaient utilisés auparavant au profit d'un usage exclusif de la voiture. C'est finalement la première modalité de stabilisation des usages au moment de l'entrée dans l'âge adulte. Évidemment, cette stabilisation en faveur de la voiture, elle est particulièrement visible dans les générations qui sont devenues adultes dans les années 60, 70, 80. Et puis, il y a une autre modalité qui va se faire plutôt en faveur en fait, des altermobilités, donc des usages qui vont se tourner complètement vers des usages altermobilistes dès l'entrée dans l'âge adulte. Je dois dire que quand j'ai fait cette enquête empirique, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce résultat-là. Et en fait, on voit qu'il y a des personnes qui au moment de leur stabilisation professionnelle et conjugale, vont adopter des modes alternatifs, que ce soit les transports publics, le vélo ou le covoiturage. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, c'est lié au territoire d'habitation, en particulier quand ces personnes-là habitent dans des zones urbaines et denses. Également des effets d'appartenance à des groupes sociaux. On le voit très bien par exemple chez les utilisateurs du vélo qui sont souvent investis dans des associations ou dans des groupes un peu alternatifs et citoyens dans lesquels la pratique du vélo est extrêmement valorisée, donc du coup vont s'engager dans ces usages-là. Et puis c'est aussi lié à des effets d'apprentissage. Donc ces effets d'apprentissage, ça va être par exemple un exemple très fort en fait de ce terrain. C'était une personne qui était issue d'une famille nombreuse, dont les parents n'avaient pas de permis de conduire et qui a été la première de sa famille à passer le permis de conduire. Et donc elle a vraiment appris à conduire sur ce mode collectif puisque c'est elle qui s'est retrouvée en première ligne pour pouvoir accompagner la famille pour aller faire des courses, pour se déplacer. Et donc pour elle, en fait, l'utilisation de la voiture était nécessairement liée à un usage collectif qu'elle a ensuite en fait fait perdurer tout au long de sa vie. Et donc on va maintenant s'intéresser à ces processus de changement qui sont des processus relativement complexes que j'ai analysés sur le trajet domicile-travail. Alors, ils sont relativement complexes parce qu'ils font intervenir 3 types d'éléments. Donc, le premier, ça va être des dispositions, c'est-à-dire un état d'esprit qui les place dans la disposition à changer de mode de déplacement. Ensuite, il va y avoir l'importance d'un contexte biographique qui est favorable au changement. Et enfin, 3e type d'éléments, ça va être des éléments déclencheurs. Donc, je vais reprendre chacun de ces éléments. Donc, tout d'abord, les dispositions, elles sont de différents ordres, ces dispositions. Il va y avoir des dispositions négatives à l'égard de la voiture. Donc ça va être des personnes qui vont être lassées en fait d'utiliser la voiture, qui sont confrontées au quotidien à des problèmes d'embouteillage, de difficultés de stationnement, éventuellement d'accidents sur la route, etc. Et qui, du coup, ça va les placer dans une disposition négative vis-à-vis de l'automobile et qui vont se dire, bah moi j'aimerais bien pouvoir me déplacer autrement. Ensuite, on va avoir des dispositions qui sont positives à l'égard d'autres modes de déplacement. On trouve ça particulièrement en faveur du vélo, où ça va être des personnes, par exemple, qui se disent « Voilà, moi, dans mon emploi du temps quotidien, entre mon travail et ma famille, j'arrive pas à trouver du temps pour faire du sport. Et j'aimerais bien utiliser ce temps de trajet que j'ai obligatoirement pour aller au travail, pour utiliser le vélo. Et du coup, bah voilà, ça serait aussi une manière de pratiquer une activité sportive. » Il y a un 3e type de disposition qui relève plus en fait d'une forme d'analyse réflexive que font les personnes sur leurs usages de déplacement et qui va être liée à la prise en compte d'enjeux et de valeurs environnementales et écologiques. C'est-à-dire que ces personnes se font la réflexion que utiliser tous les jours leur voiture, c'est pas très bon pour l'environnement, c'est pas très bon pour la planète et qu'elles se disent que dans l'idéal, elles aimeraient bien faire autrement.
Ensuite, il faut savoir que ces changements, ils interviennent systématiquement dans des contextes biographiques qui sont favorables au changement. C'est-à-dire que ça va être déjà un contexte biographique où on trouve des sortes de ruptures. Donc ces ruptures, elles peuvent être très différentes les unes des autres. Et qui du coup va permettre une transformation des habitudes et des routines. Ça peut être des ruptures biographiques très fortes, comme par exemple le décès du conjoint, qui va reconfigurer complètement évidemment l'organisation quotidienne de la personne. Ça peut également être des ruptures qui sont liées à des étapes dans le mode de vie. Donc par exemple l'arrivée d'un enfant, une mise en couple, une séparation, le départ des enfants du domicile familial, etc. Et puis on a aussi des événements beaucoup plus simples tels qu'un déménagement ou un changement d'emploi qui vont là aussi réorganiser évidemment l'organisation du trajet domicile-travail. Et puis pour que vraiment il se passe le changement en tant que tel, il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs de ce changement. Alors ces éléments déclencheurs, ils sont là aussi de nature très différente. Le premier d'entre eux, c'est ce que j'ai appelé la contrainte brutale ou inattendue. C'est-à-dire que les personnes vont se retrouver face à une jambe cassée qui les empêche de conduire, face à un véhicule immobilisé parce qu'il est en panne, parce qu'il a été accidenté, etc. Et du coup, elles vont être dans l'obligation de trouver une alternative pour se rendre sur leur lieu de travail. Et donc ces alternatives, ça va être par exemple trouver un collègue qui peut nous covoiturer ou utiliser les transports en commun. Mais l'idée, c'est que vraiment, par rapport à cette contrainte brutale et inattendue, il faut reconfigurer, on est obligé de trouver une autre solution. Le deuxième type d'élément déclencheur, c'est ce que j'ai appelé l'engagement. Donc là, on est plutôt sur des profils d'altermobilistes qui vont être militants. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont, à travers ce changement de mode de déplacement, mettre en adéquation leur manière de penser et leur manière de faire. C'est-à-dire que ça va être des personnes pour lesquelles les valeurs écologiques et citoyennes sont très importantes et donc ils se sentent dans l'obligation en fait, de changer leur mode de déplacement pour les mettre en adéquation avec leurs valeurs. Et puis, le troisième type d'élément déclencheur, ça va être l'opportunité. Donc l'opportunité, c'est l'idée que ces personnes vont changer de mode de déplacement parce qu'ils vont rencontrer une alternative à la voiture sur leur trajet domicile-travail. J'utilise volontairement le terme de rencontrer parce que une partie de ces éléments déclencheurs opportunistes, ça va être la rencontre avec un covoitureur par exemple. Ça va être la rencontre avec une alternative de transport public, par exemple suite à la mise en place d'une nouvelle infrastructure de transport ou d'un nouveau service de transport. Et donc le fait de rencontrer cette nouvelle possibilité, ça va déclencher le changement de mode de déplacement. Ce qu'il faut dire sur cet élément aussi d'opportunité, c'est que c'est vraiment le schéma qu'on retrouve dans les changements de mode de déplacement qui ont lieu suite à la mise en place de plans de mobilité dans les entreprises, où il y a vraiment un effort de communication aussi sur les différentes alternatives et où du coup les personnes vont avoir, elles vont trouver en fait à leur disposition une alternative correcte à leurs besoins de déplacement pour se rendre au travail. La question qu'on peut se poser une fois qu'on a compris comment se passait le changement, en particulier quand il est lié à une contrainte brutale et inattendue, c'est de se dire finalement pourquoi les gens vont continuer. Parce que une fois que la jambe cassée sera réparée, une fois que j'aurai récupéré mon véhicule qui était en réparation, finalement je vais reprendre ma voiture comme avant et puis voilà, j'aurais fait une petite parenthèse d'altermobilité qui n'aura pas duré très longtemps. Et en fait, ça se passe pas tout à fait comme ça, en tout cas pas chez les personnes que j'ai rencontrées, puisque c'était des altermobilistes à long terme. Et en fait, cette pérennité des pratiques altermobiles, elle se joue sur plusieurs éléments.
Le premier d'entre eux, c'est que les personnes, en fait, à l'usage de ces modes alternatifs, vont se rendre compte que le temps de trajet leur apporte quelque chose qu'ils n'avaient pas quand ils se déplaçaient en voiture. C'est-à-dire que là où ils avaient l'impression qu'ils perdaient leur temps quand ils faisaient leur trajet en voiture, ils vont au contraire avoir la sensation d'un temps qui est gagné, d'un temps supplémentaire en fait, dans leur trajet domicile-travail, que ce soit d'ailleurs dans l'utilisation du covoiturage, des transports en commun et du vélo. Donc ça va être un temps qu'ils vont pouvoir utiliser pour se détendre, pour discuter avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes, pour lire, etc. Si on s'intéresse en particulier au covoiturage, il faut savoir que cet élément-là, il est fondamental. C'est que très souvent, en fait, avant de covoiturer, les gens nous disent pour moi, un des éléments attractifs du covoiturage, c'est le fait de partager mes frais de trajet. Et en fait, quand on interroge des personnes qui pratiquent le covoiturage, cet élément-là, il est quasiment oublié au profit de la convivialité qui se joue pendant les trajets qui sont partagés avec d'autres personnes. Et c'est vraiment sur cet élément de convivialité que se pérennise en fait l'usage du covoiturage. Le deuxième élément qui est important pour comprendre comment ces pratiques-là peuvent durer dans le temps, c'est la question de leur légitimation. L'idée, en fait, c'est que on a forcément besoin de légitimer les choses que l'on fait au quotidien et en particulier quand ce sont des nouvelles pratiques. Alors, ces pratiques altermobilistes, elles sont globalement en fait légitimées par le fait qu'elles renvoient à des valeurs écologiques qui sont largement partagées dans la population. Mais parfois, il y a aussi besoin de trouver d'autres instances de légitimation, c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres espaces dans lesquels on va légitimer ces pratiques, en particulier pour l'usage du vélo. Parce qu'il y a encore une dizaine d'années de ça, le vélo souffrait d'une image relativement dégradée en fait, dans la population. En gros, le vélo, c'était un mode de déplacement pour les pauvres ou pour les écolos un peu fous. Et donc, les gens qui utilisaient le vélo avaient vraiment besoin de sentir qu'ils n'étaient pas à la marge de la société, mais vraiment de légitimer cet usage. Et pour ça, en fait, ils vont aller s'adresser à des associations de cyclistes dans lesquelles ils vont pouvoir partager leurs expériences et donc légitimer leurs pratiques. Et puis, le dernier élément qui joue sur la pérennité de ces usages, c'est bien sûr la création d'habitudes et de routines. Parce que plus on pratique quelque chose et plus on devient expert dans cette pratique, on connaît le fonctionnement, on sait comment ça marche, on n'a plus besoin de se poser des milliers de questions. Et du coup, ça devient plus facile et on n'a plus envie non plus de trouver l'énergie de recommencer à changer en faveur d'autre chose. Si on prend un peu de hauteur par rapport à ces changements de mode de déplacement, il y a quand même deux questions qui demeurent. Finalement, qu'est-ce qu'il en est des autres motifs de déplacement? Parce que le déplacement domicile-travail, ce n'est pas tous les déplacements qui sont réalisés. Alors, quand on regarde, en fait, il y a bien sûr une grande diversité également dans ces usages altermobilistes pour d'autres motifs de déplacement que le travail. Et ceci est vrai en particulier quand les personnes bénéficient d'un abonnement de transport public qui du coup est aussi valable pour leurs déplacements de week-end. La deuxième question, c'est la question de l'objet voiture en tant que tel. Finalement, je l'utilise plus sur le trajet domicile-travail. Est-ce que j'ai toujours besoin de le conserver ou pas? Et là aussi, il y a un élément qui est vraiment très intéressant et surprenant. C'est que la plupart de ces altermobilistes que j'ai rencontrés conservent leur véhicule parce que ça leur sert c'est une sorte de filet de sécurité pour eux. C'est-à-dire que en conservant leur véhicule qui est à disposition, ils sont toujours dans l'état d'esprit de se dire si j'utilise autre chose que ma voiture, c'est parce que j'ai fait le choix
de l'utiliser, c'est en aucun cas parce que je suis captif de ces autres modes de déplacement. Et donc, au cas où, j'ai toujours à disposition ma voiture. Et donc, d'une certaine manière, le fait de conserver un véhicule participe aussi de la longévité dans le temps de ces nouvelles pratiques de déplacement. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition binaire entre les altermobilités et l'automobilité, mais que les altermobilités sont vraiment un agrandissement du champ des possibles en matière d'usage de déplacement et qu'il y a vraiment une complémentarité entre ces différents usages au quotidien. Bir müşteri olan 西側にこのマスタバを建てる Teil an der Nordseite. inceleyelim. Rechnen.